Chapitre XV des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre XV. Jean de robe et Jean d'épée. Le lendemain du jour où ces événements étaient arrivés, Athos n'ayant point reparu, M. de Tréville avait été prévenu par D'Artagnan et par Porthos de sa disparition. Quant à Aramis, il avait demandé un congé de 5 jours, et il était à Rouen, disait-on, pour affaires de famille. M. de Tréville était le père de ces soldats. Le moindre et le plus inconnu d'entre eux, dès qu'il porte l'uniforme de la compagnie, était aussi certain de son aide et de son appui qu'aurait pu l'être son frère lui-même. Il se rendit donc à l'instant chez le lieutenant criminel. On fit venir l'officier qui commandait le poste de la Croix-Rouge, et les renseignements successifs apprirent qu'Athos était momentanément logé au fort l'évêque. Athos avait passé par toutes les épreuves que nous avons vu Bonacieux subir. Nous avons assisté à la scène de confrontation entre les deux captifs. Athos, qui n'avait rien dit jusque-là, de peur que D'Artagnan, inquiété à son tour, n'eût point le temps qu'il lui fallait, Athos déclara, à partir de ce moment, qu'il se nommait Athos et non D'Artagnan. Il ajouta qu'il ne connaissait ni monsieur ni madame Bonacieux, qu'il n'avait jamais parlé ni à l'un ni à l'autre, qu'il était venu vers les 10 heures du soir pour faire visite à M. d'Artagnan, son ami, mais que jusqu'à cette heure il était resté chez M. de Tréville où il avait dîné. 20 témoins, ajouta-t-il, pouvaient attester le fait, et il nomma plusieurs gentilshommes distingués, entre autres M. le duc de la Trémouille. Le second commissaire fut aussi étourdi que le premier de la déclaration simple et ferme de ce mousquetaire, sur lequel il aurait bien voulu prendre la revanche que les gens de robe aiment tant à gagner sur les gens d'épée. Mais le nom de M. de Tréville et celui de M. le duc de la Trémouille méritaient réflexion. Athos fut aussi envoyé au cardinal, mais malheureusement le cardinal était au Louvre chez le roi. C'était précisément le moment où M. de Tréville, sortant de chez le lieutenant criminel et de chez le gouverneur du fort l'évêque, sans avoir pu trouver Athos, arriva chez sa majesté. Comme capitaine des mousquetaires, M. de Tréville avait à toute heure ses entrées chez le roi. On sait quelles étaient les préventions du roi contre la reine, préventions habilement entretenues par le cardinal, qui, en fait d'intrigue, se défiait infiniment plus des femmes que des hommes. Une des grandes causes surtout de cette prévention était l'amitié d'Anne d'Autriche pour Madame de Chevreuse. Ces deux femmes l'inquiétaient plus que les guerres avec l'Espagne, les démêlés avec l'Angleterre et l'embarras des finances. À ses yeux et dans sa conviction, Madame de Chevreuse servait la reine non seulement dans ses intrigues politiques, mais, ce qui le tourmentait bien plus encore, dans ses intrigues amoureuses. Au premier mot de ce qu'avait dit monsieur le cardinal, que Madame de Chevreuse, exilée à Tours et qu'on croyait dans cette ville, était venue à Paris, et pendant 5 jours qu'elle y était restée, avait dépisté la police, le roi était entré dans une furieuse colère. Capricieux et infidèle, le roi voulait être appelé Louis le Juste et Louis le Chaste. La postérité comprendra difficilement ce caractère, que l'histoire n'explique que par des faits et jamais par des raisonnements. Mais lorsque le cardinal ajouta que non seulement Madame de Chevreuse était venue à Paris, mais encore que la reine avait renoué avec elle à l'aide d'une de ces correspondances mystérieuses qu'à cette époque on nommait une cabale, lorsqu'il affirma que, lui, le cardinal, allait démêler les fils les plus obscurs de cette intrigue, quand, au moment d'arrêter sur le fait, en flagrant délit, nanti de toutes les preuves, l'émissaire de la reine, près de l'exilé, un mousquetaire avait osé interrompre violemment le cours de la justice en tombant, l'épée à la main, sur d'honnêtes gens de loi chargés d'examiner avec impartialité toute l'affaire
pour la mettre sous les yeux du roi. Louis XIII ne se contint plus. Il fit un pas vers l'appartement de la reine avec cette pâle et muette indignation qui, lorsqu'elle éclatait, conduisait ce prince jusqu'à la plus froide cruauté. Et cependant, dans tout cela, le cardinal n'avait pas encore dit un mot du duc de Buckingham. Ce fut alors que m de tréville entra, froid, poli, et dans une tenue irréprochable. Averti de ce qui venait de se passer par la présence du cardinal et par l'altération de la figure du roi, m de tréville se sentit fort comme Samson devant les Philistins. Louis XIII mettait déjà la main sur le bouton de la porte. Au bruit que fit m de tréville en entrant, il se retourna. Vous arrivez bien, monsieur, dit le roi, qui, lorsque ses passions étaient montées à un certain point, ne savait pas dissimuler. Et j'en apprends de belles sur le compte de vos mousquetaires. Et moi, dit froidement m de tréville, j'en ai de belles à apprendre à votre majesté sur ces gens de robe. Plaît-il? Dit le roi avec hauteur. J'ai l'honneur d'apprendre à votre majesté, continua m de tréville du même ton, qu'un parti de procureurs, de commissaires et de gens de police, gens fort estimables mais fort acharnés, à ce qu'il paraît, contre l'uniforme, s'est permis d'arrêter dans une maison, d'emmener en pleine rue et de jeter au fort l'évêque, tout cela sur un ordre que l'on a refusé de me représenter, un de mes mousquetaires, ou plutôt des vôtres, sire, d'une conduite irréprochable, d'une réputation presque illustre, et que votre majesté connaît favorablement, monsieur Athos. Athos, dit le roi machinalement. Oui, au fait, je connais ce nom-là. Que votre majesté se le rappelle, dit m de tréville. Monsieur Athos est ce mousquetaire qui, dans ce fâcheux duel que vous savez, a eu le malheur de blesser grièvement m de Cahusac. À propos, monseigneur, continua Tréville en s'adressant au cardinal, m de Cahusac est tout à fait rétabli, n'est-ce pas? Merci, dit le cardinal en se pinçant les lèvres de colère. M. Athos était donc allé rendre visite à l'un de ses amis alors absent, continua m de tréville, à un jeune béarnais, cadet aux gardes de sa majesté, compagnie des essarts. Mais à peine venait-il de s'installer chez son ami et de prendre un livre en l'attendant, qu'une nuée de recors et de soldats mêlés ensemble vint faire le siège de la maison, enfonça plusieurs portes. Le cardinal fit au roi un signe qui signifiait: c'est pour l'affaire dont je vous ai parlé. Nous savons tout cela, répliqua le roi, car tout cela s'est fait pour notre service. Alors, dit Tréville, c'est aussi pour le service de votre majesté qu'on a saisi un de mes mousquetaires innocents, qu'on l'a placé entre deux gardes comme un malfaiteur, et qu'on a promené au milieu d'une populace insolente, ce galant homme qui a versé 10 fois son sang pour le service de votre majesté, et qui est prêt à le répandre encore. Bah, dit le roi ébranlé, les choses se sont passées ainsi? Monsieur de Tréville ne dit pas, reprit le cardinal avec le plus grand flegme, que ce mousquetaire innocent, que ce galant homme venait, 1 heure auparavant, de frapper à coups d'épée 4 commissaires instructeurs délégués par moi afin d'instruire une affaire de la plus haute importance. Je défie votre éminence de le prouver, s'écria m de tréville avec sa franchise toute gasconne et sa rudesse toute militaire, car 1 heure auparavant m Athos, qui je le confierai à votre majesté est un homme de la plus haute qualité, me faisait l'honneur, après avoir dîné chez moi, de causer dans le salon de mon hôtel avec monsieur le duc de la Trémouille et monsieur le comte de Châlus, qui s'y trouvaient. Le roi regarda le cardinal. Un procès-verbal fait foi, dit le cardinal, répondant tout haut à l'interrogation muette de sa majesté. Et les gens maltraités ont dressé le suivant, que j'ai l'honneur de présenter à votre majesté. Procès-verbal de gens de robe vaut-il la parole d'honneur, répondit fièrement Tréville, d'homme d'épée? Allons, allons, Tréville, taisez-vous, dit le roi. Si son éminence
à quelque soupçon contre un de mes mousquetaires, dit Tréville, la justice de monsieur le cardinal est assez connue pour que je demande moi-même une enquête. Dans la maison où cette descente de justice a été faite, continua le cardinal, impassible, loge, je crois, un Béarnais, ami du mousquetaire. Votre éminence veut parler de monsieur d'Artagnan. Je veux parler d'un jeune homme que vous protégez, monsieur de Tréville. Oui, votre éminence, c'est cela même. Ne soupçonnez-vous pas ce jeune homme d'avoir donné de mauvais conseils à monsieur Athos, à un homme qui a le double de son âge? Interrompit monsieur de Tréville. Non, monseigneur. D'ailleurs, monsieur d'Artagnan a passé la soirée chez moi. Ah çà, dit le cardinal, tout le monde a donc passé la soirée chez vous? Son éminence douterait-elle de ma parole? dit Tréville, le rouge de la colère au front. Non, Dieu m'en garde, dit le cardinal, mais seulement, à quelle heure était-il chez vous? Oh, cela, je puis le dire sciemment à votre éminence, car comme il entrait, je remarquai qu'il était 9h30 à la pendule, quoique j'eusse cru qu'il était plus tard. Et à quelle heure est-il sorti de votre hôtel? À 10h30, 1 heure après l'événement. Mais enfin, répondit le cardinal, qui ne soupçonnait pas un instant la loyauté de Tréville, et qui sentait que la victoire lui échappait. Mais enfin, Athos a été pris dans cette maison de la rue des Fossoyeurs. Est-il défendu à un ami de visiter son ami, à un mousquetaire de ma compagnie de fraterniser avec un garde de la compagnie de monsieur des Essarts? Oui, quand la maison où il fraternise avec cet ami est suspecte. C'est que cette maison est suspecte, Tréville, dit le roi. Peut-être ne le saviez-vous pas? En effet, sire, je l'ignorais. En tout cas, elle peut être suspecte partout, mais je nie qu'elle le soit dans la partie qu'habite monsieur d'Artagnan, car je puis vous affirmer, sire, que, si j'en crois ce qu'il a dit, il n'existe pas un plus dévoué serviteur de sa majesté, un admirateur plus profond de monsieur le cardinal. N'est-ce pas ce d'Artagnan qui a blessé un jour Jussac dans cette malheureuse rencontre qui a eu lieu près du couvent des Carmes déchaussés? Demanda le roi, en regardant le cardinal, qui rougit de dépit. Et le lendemain, Bernajoux. Oui, sire, oui, c'est bien cela, et votre majesté a bonne mémoire. Allons, que raisonnons-nous? dit le roi. Cela regarde votre majesté plus que moi, dit le cardinal. J'affirmerai la culpabilité. Et moi, je la nie, dit Tréville. Mais sa majesté a des juges, et ces juges décideront. C'est cela, dit le roi. Renvoyons la cause devant les juges. C'est leur affaire de juger, et ils jugeront. Seulement, reprit Tréville, il est bien triste qu'en ce temps malheureux où nous sommes, la vie la plus pure, la vertu la plus incontestable, n'exempte pas un homme de l'infamie et de la persécution. Aussi, l'armée sera-t-elle peu contente, je puis en répondre, d'en être but à des traitements rigoureux à propos d'affaires de police. Le mot était imprudent, mais M. de Tréville l'avait lancé avec connaissance de cause. Il voulait une explosion, parce qu'en cela, la mine fait du feu, et que le feu éclaire. Affaire de police, s'écria le roi, relevant les paroles de M. de Tréville. Affaire de police. Et qu'en savez-vous, monsieur? Mêlez-vous de vos mousquetaires et ne me rompez pas la tête. Il me semble, à vous entendre, que si par malheur on arrête un mousquetaire, la France est en danger. Et que de bruit pour un mousquetaire! J'en ferai arrêter 10, ventrebleu, 100 même, toute la compagnie, et je ne veux pas que l'on souffle mot. Du moment où ils sont suspects à votre majesté, dit Tréville, les mousquetaires sont coupables. Aussi, me voyez-vous, sire, prêt à vous rendre mon épée, car, après avoir accusé mes soldats, monsieur le cardinal, je n'en doute pas, finira par m'accuser moi-même. Aussi mieux vaut que je me constitue prisonnier avec monsieur Athos, qui est arrêté déjà, et monsieur d'Artagnan, qu'on va arrêter sans doute. Tête gasconne, en finirez-vous? dit le roi. Sire, répondit Tréville,
sans baisser le moindrement la voix, ordonnez qu'on me rende mon mousquetaire ou qu'il soit jugé. On le jugera, dit le cardinal. Eh bien, tant mieux, car dans ce cas, je demanderai à sa majesté la permission de plaider pour lui. Le roi craignit un éclat. Si son éminence, dit-il, n'avait pas personnellement des motifs. Le cardinal vit venir le roi et alla au-devant de lui. Pardon, dit-il, mais du moment où votre majesté voit en moi un juge prévenu, je me retire. Voyons, dit le roi, me jurez-vous, par mon père, que M. Athos était chez vous pendant l'événement et qu'il n'y a point pris part? Par votre glorieux père et par vous-même, qui êtes ce que j'aime et ce que je vénère le plus au monde, je le jure. Veuillez réfléchir, sire, dit le cardinal. Si nous relâchons ainsi le prisonnier, on ne pourra plus connaître la vérité. Monsieur Athos sera toujours là, reprit M. de Tréville, prêt à répondre quand il plaira aux gens de robe de l'interroger. Il ne désertera pas, monsieur le cardinal, soyez tranquille, je réponds de lui, moi. Au fait, il ne désertera pas, dit le roi. On le retrouvera toujours, comme dit M. de Tréville. D'ailleurs, ajouta-t-il, en baissant la voix et en regardant d'un air suppliant son éminence, donnons-leur de la sécurité. Cela est politique. Cette politique de Louis XIII fit sourire Richelieu. Ordonnez, sire. Vous avez le droit de grâce. Le droit de grâce ne s'applique qu'aux coupables, dit Tréville, qui voulait avoir le dernier mot. Et mon mousquetaire est innocent. Ce n'est donc pas grâce que vous allez faire, sire, c'est justice. Et il est au fort l'évêque, dit le roi. Oui, sire, et au secret, dans un cachot, comme le dernier des criminels. Diable, diable, murmura le roi, que faut-il faire? Signez l'ordre de mise en liberté, et tout sera dit, reprit le cardinal. Je crois, comme votre majesté, que la garantie de M. de Tréville est plus que suffisante. Tréville s'inclina respectueusement, avec une joie qui n'était pas sans mélange de crainte. Il eût préféré une résistance opiniâtre du cardinal à cette soudaine facilité. Le roi signa l'ordre d'élargissement, et Tréville l'emporta sans retard. Au moment où il allait sortir, le cardinal lui fit un sourire amical, et dit au roi: Une bonne harmonie règne entre les chefs et les soldats, dans vos mousquetaires, sire. Voilà qui est bien profitable au service et bien honorable pour tous. Il me jouera quelque mauvais tour incessamment, se disait Tréville. On n'a jamais le dernier mot avec un pareil homme. Mais hâtons-nous, car le roi peut changer d'avis tout à l'heure. Et au bout du compte, il est plus difficile de remettre à la Bastille ou au fort l'évêque un homme qui en est sorti que d'y garder un prisonnier qu'on y tient. M. de Tréville fit triomphalement son entrée au fort l'évêque, où il délivra le mousquetaire, que sa paisible indifférence n'avait pas abandonné. Puis, la première fois qu'il revit d'Artagnan, « Vous l'échappez belle, lui dit-il. Voilà votre coup d'épée à Jussac payé. Reste bien encore celui de Bernajoux, mais il ne faudrait pas vous y fier. Au reste, M. de Tréville avait raison de se défier du cardinal, et de penser que tout n'était pas fini, car à peine le capitaine des mousquetaires eut-il fermé la porte derrière lui, que son éminence dit au roi: « Maintenant que nous ne sommes plus que deux, nous allons causer sérieusement, s'il plaît à votre majesté. Sire, M. de Buckingham était à Paris depuis 5 jours, et n'en est parti que ce matin. » Fin du chapitre 15. Chapitre 16 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 16. Où monsieur le garde des sceaux Séguier chercha plus d'une fois la cloche pour la sonner, comme il le faisait autrefois. Il est impossible de se faire une idée de l'impression que ces quelques mots produisirent sur Louis XIII.
il rougit et pâlit successivement, et le cardinal vit tout d'abord qu'il venait de conquérir d'un seul coup tout le terrain qu'il avait perdu. Monsieur de Buckingham à Paris, s'écria-t-il, et qu'y vient-il faire? Sans doute conspirer avec vos ennemis les Huguenots et les Espagnols. Non, pardieu, non. Conspirer contre mon honneur avec madame de Chevreuse, madame de Longueville et les Condé. Oh, sire, quelle idée! La reine est trop sage, et surtout aime trop votre majesté. La femme est faible, monsieur le cardinal, dit le roi, et quant à m'aimer beaucoup, j'ai mon opinion faite sur cet amour. Je n'en maintiens pas moins, dit le cardinal, que le duc de Buckingham est venu à Paris pour un projet tout politique. Et moi, je suis sûr qu'il est venu pour autre chose, monsieur le cardinal. Mais si la reine est coupable, qu'elle tremble. Au fait, dit le cardinal, quelque répugnance que j'ai à arrêter mon esprit sur une pareille trahison, votre majesté m'y fait penser. Madame de Lannoy, que d'après l'ordre de votre majesté j'ai interrogée plusieurs fois, m'a dit ce matin que la nuit avant celle-ci sa majesté avait veillé fort tard, que ce matin elle avait beaucoup pleuré et que toute la journée elle avait écrit. C'est cela, dit le roi, à lui sans doute. Cardinal, il me faut les papiers de la reine. Mais comment les prendre, sire? Il me semble que ce n'est ni moi ni votre majesté qui pouvons nous charger d'une pareille mission. Comment s'y est-on pris pour la maréchale d'Ancre? S'écria le roi au plus haut degré de la colère. On a fouillé ses armoires, et enfin on l'a fouillée elle-même. La maréchale d'Ancre n'était que la maréchale d'Ancre, une aventurière florentine, sire, voilà tout. Tandis que l'auguste épouse de votre majesté est Anne d'Autriche, reine de France, c'est-à-dire une des plus grandes princesses du monde. Elle n'en est que plus coupable, monsieur le duc. Plus elle a oublié la haute position où elle était placée, plus elle est bas descendue. Il y a longtemps d'ailleurs que je suis décidé à en finir avec toutes ces petites intrigues de politique et d'amour. Elle a aussi près d'elle un certain Laporte, que je crois la cheville ouvrière de tout cela, je l'avoue, dit le cardinal. Vous pensez donc, comme moi, qu'elle me trompe? Dit le roi. Je crois, et je le répète à votre majesté, que la reine conspire contre la puissance de son roi, mais je n'ai point dit contre son honneur. Et moi, je vous dis contre tous deux. Moi, je vous dis que la reine ne m'aime pas. Je vous dis qu'elle en aime un autre. Je vous dis qu'elle aime cet infâme de Buckingham. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait arrêter pendant qu'il était à Paris? Arrêter le premier ministre du roi Charles Ier. Y pensez-vous, sire? Quel éclat! Et si alors les soupçons de votre majesté, ce dont je continue à douter, avaient quelque consistance, quel éclat terrible, quel scandale désespérant! Mais puisqu'il s'exposait comme un vagabond et un larronneur, il fallait... Louis XIII s'arrêta lui-même, effrayé de ce qu'il allait dire, tandis que Richelieu, allongeant le cou, attendait inutilement la parole qui était restée sur les lèvres du roi. Il fallait... Rien, dit le roi. Mais pendant tout le temps qu'il a été à Paris, vous ne l'avez pas perdu de vue? Non, sire. Où logeait-il? Rue de la Harpe, numéro 75. Où est-ce cela? Du côté du Luxembourg. Et vous êtes sûr que la reine et lui ne se sont pas vus? Je crois la reine trop attachée à ses devoirs, sire. Mais ils ont correspondu. C'est à lui que la reine a écrit toute la journée, monsieur le duc. Il me faut ces lettres. Sire, cependant, monsieur le duc, à quelque prix que ce soit, je les veux. Je ferai pourtant observer à votre majesté. Me trahissez-vous donc aussi, monsieur le cardinal, pour vous opposer toujours ainsi à mes volontés? Êtes-vous aussi d'accord avec l'espagnol et avec l'anglais, avec madame de Chevreuse et avec la reine? Sire, répondit en soupirant le cardinal, je croyais être à l'abri d'un pareil soupçon. Monsieur le cardinal, vous m'avez entendu, je veux ces lettres. Il n'y aurait qu'un moyen. Lequel? Ce serait de charger de cette mission monsieur le garde des sceaux Séguier. La chose
entre complètement dans les devoirs de sa charge, qu'on l'envoie chercher à l'instant même. Il doit être chez moi, sire. Je l'avais fait prier de passer, et lorsque je suis venu au Louvre, j'ai laissé l'ordre, s'il se présentait, de le faire attendre. Qu'on aille le chercher à l'instant même. Les ordres de votre majesté seront exécutés. Mais... Mais quoi? Mais la reine se refusera peut-être à obéir? À mes ordres? Oui, si elle ignore que ces ordres viennent du roi. Eh bien, pour qu'elle n'en doute pas, je vais la prévenir moi-même. Votre majesté n'oubliera pas que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour prévenir une rupture. Oui, duc, je sais que vous êtes fort indulgent pour la reine, trop indulgent peut-être, et nous aurons, je vous en préviens, à parler plus tard de cela. Quand il plaira à votre majesté. Mais je serai toujours heureux et fier, sire, de me sacrifier à la bonne harmonie que je désire voir régner entre vous et la reine de France. Bien, cardinal, bien, mais en attendant, envoyez chercher monsieur le garde des sceaux. Moi j'entre chez la reine. Et Louis XIII, ouvrant la porte de communication, s'engagea dans le corridor qui conduisait de chez lui chez Anne d'Autriche. La reine était au milieu de ses femmes, madame de Guitaut, madame de Sablé, madame de Montbazon et madame de Guéménée. Dans un coin était cette camériste espagnole, Donna Estefania, qui l'avait suivie de Madrid. Madame de Guéménée faisait la lecture, et tout le monde écoutait avec attention la lectrice, à l'exception de la reine, qui, au contraire, avait provoqué cette lecture afin de pouvoir, tout en feignant d'écouter, suivre le fil de ses propres pensées. Ces pensées, toutes dorées qu'elles étaient par un dernier reflet d'amour, n'en étaient pas moins tristes. Anne d'Autriche, privée de la confiance de son mari, poursuivie par la haine du cardinal, ne pouvait lui pardonner d'avoir repoussé un sentiment plus doux, ayant sous les yeux l'exemple de la reine-mère, que cette haine avait tourmenté toute sa vie, quoique Marie de Médicis, s'il faut en croire les mémoires du temps, eût commencé par accorder au cardinal le sentiment qu'Anne d'Autriche finit toujours par lui refuser. Anne d'Autriche avait vu tomber autour d'elle ses serviteurs les plus dévoués, ses confidents les plus intimes, ses favoris les plus chers. Comme ces malheureux doués d'un don funeste, elle portait malheur à tout ce qu'elle touchait. Son amitié était un signe fatal qui appelait la persécution. Madame de Chevreuse et madame de Vernet étaient exilées. Enfin la Porte ne cachait pas à sa maîtresse qu'il s'attendait à être arrêté d'un instant à l'autre. C'est au moment où elle était plongée au plus profond et au plus sombre de ses réflexions que la porte de la chambre s'ouvrit et que le roi entra. La lectrice se tut à l'instant même. Toutes les dames se levèrent, et il se fit un profond silence. Quant au roi, il ne fit aucune démonstration de politesse, seulement, s'arrêtant devant la reine, « Madame, dit-il d'une voix altérée, vous allez recevoir la visite de monsieur le chancelier, qui vous communiquera certaines affaires dont je l'ai chargé. » La malheureuse reine, qu'on menaçait sans cesse de divorce, d'exil et de jugement même, pâlit sous son rouge et ne put s'empêcher de dire: « Mais pourquoi cette visite, sire? Que me dira monsieur le chancelier que votre majesté ne puisse me dire elle-même? » Le roi tourna sur ses talons sans répondre, et presque au même instant, le capitaine des gardes, M. de Guitaut, annonça la visite de monsieur le chancelier. Lorsque le chancelier parut, le roi était déjà sorti par une autre porte. Le chancelier entra, demi-souriant, demi-rougissant. Comme nous le retrouverons probablement dans le cours de cette histoire, il n'y a pas de mal à ce que nos lecteurs fassent dès à présent connaissance avec lui. Ce chancelier était un plaisant homme. Ce fut Desroches le Mal, chanoine à Notre-Dame, et qui avait été autrefois valet de chambre du cardinal, qui le proposa à son éminence comme un homme tout dévoué.
Le cardinal s'y fia et s'en trouva bien. On racontait de lui certaines histoires, entre autres celle-ci. Après une jeunesse orageuse, il s'était retiré dans un couvent pour y expier, au moins pendant quelque temps, les folies de l'adolescence. Mais en entrant dans ce saint lieu, le pauvre pénitent n'avait pu refermer si vite la porte, que les passions qu'il fuyait n'y entrassent avec lui. Il en était obsédé sans relâche, et le supérieur, auquel il avait confié cette disgrâce, voulant, autant qu'il était en lui, l'en garantir, lui avait recommandé, pour conjurer le démon tentateur, de recourir à la corde de la cloche et de sonner à toute volée. Au bruit dénonciateur, les moines seraient prévenus que la tentation assiégeait un frère, et toute la communauté se mettrait en prière. Le conseil parut bon au futur chancelier. Il conjura l'esprit malin à grand renfort de prières faites par les moines. Mais le diable ne se laisse pas déposséder facilement d'une place où il a mis garnison. À mesure qu'on redoublait les exorcismes, il redoublait les tentations, de sorte que jour et nuit la cloche sonnait à toute volée, annonçant l'extrême désir de mortification qu'éprouvait le pénitent. Les moines n'avaient plus un instant de repos. Le jour, ils ne faisaient que monter et descendre les escaliers qui conduisaient à la chapelle. La nuit, outre les complis et les matines, ils étaient encore obligés de sauter 20 fois à bas leur lit et de se prosterner sur le carreau de leur cellule. On ignore si ce fut le diable qui lâcha prise ou les moines qui se lassèrent, mais au bout de 3 mois, le pénitent reparut dans le monde avec la réputation du plus terrible possédé qu'eût jamais existé. En sortant du couvent, il entra dans la magistrature, devint président amorti à la place de son oncle, embrassa le parti du cardinal, ce qui ne prouvait pas peu de sagacité, devint chancelier, servit son éminence avec zèle dans sa haine contre la reine-mère et sa vengeance contre Anne d'Autriche, stimula les juges dans l'affaire de Chalais, encouragea les essais de M de Laffemas, grand gibecier de France. Puis enfin, investi de toute la confiance du cardinal, confiance qu'il avait si bien gagnée, il en vint à recevoir la singulière commission pour l'exécution de laquelle il se présentait chez la reine. La reine était encore debout quand il entra, mais à peine l'eut-elle aperçu qu'elle se rassit sur son fauteuil et fit signe à ses femmes de se rasseoir sur le coussin et leur tabouret, et d'un ton de suprême hauteur: que désirez-vous, monsieur? Demanda Anne d'Autriche. Et dans quel but vous présentez-vous ici? Pour y faire au nom du roi, madame, et sauf tout le respect que j'ai l'honneur de devoir à votre majesté, une perquisition exacte dans vos papiers. Comment, monsieur? Une perquisition dans mes papiers? À moi? Mais voilà une chose indigne. Veuillez me le pardonner, madame, mais dans cette circonstance, je ne suis que l'instrument dont le roi se sert. Sa majesté ne sort-elle pas d'ici, et ne vous a-t-elle pas invité elle-même à vous préparer à cette visite? Fouillez donc, monsieur. Je suis une criminelle à ce qu'il paraît. Estefania, donnez les clefs de mes tables et de mes secrétaires. Le chancelier fit pour la forme une visite dans les meubles, mais il savait bien que ce n'était pas dans un meuble que la reine avait dû serrer la lettre importante qu'elle avait écrite dans la journée. Quand le chancelier eut rouvert et refermé 20 fois les tiroirs du secrétaire, il fallut bien, quelque hésitation qu'il éprouvât, il fallut bien, dis-je, en venir à la conclusion de l'affaire, c'est-à-dire fouiller la reine elle-même. Le chancelier s'avança donc vers Anne d'Autriche, et d'un ton très perplexe, et d'un air fort embarrassé. Et maintenant, dit-il, il me reste à faire la perquisition principale. Laquelle? Demanda la reine, qui ne comprenait pas, ou plutôt qui ne voulait pas comprendre. Sa majesté est certaine qu'une lettre a été écrite par vous dans la journée. Elle sait qu'elle n'a pas encore été envoyée à son adresse. Cette lettre ne se trouve ni dans votre table, ni dans votre secrétaire, et cependant, cette lettre est quelque part.
Oseriez-vous porter la main sur votre reine dit Anne d'Autriche, en se dressant de toute sa hauteur et en fixant sur le chancelier ses yeux, dont l'expression était devenue presque menaçante. Je suis un fidèle sujet du roi, madame, et tout ce que sa majesté ordonnera, je le ferai. Eh bien, c'est vrai, dit Anne d'Autriche, et les espions de monsieur le cardinal l'ont bien servi. J'ai écrit aujourd'hui une lettre. Cette lettre n'est point partie. La lettre est là. Et la reine ramena sa belle main à son corsage. Alors donnez-moi cette lettre, madame, dit le chancelier. Je ne la donnerai qu'au roi, monsieur, dit Anne. Si le roi eût voulu que cette lettre lui fût remise, madame, il voulut demander lui-même. Mais je vous le répète, c'est moi qui l'a chargé de vous la réclamer. Et si vous ne la rendiez pas, eh bien, c'est encore moi qui l'a chargé de vous la prendre. Comment? Que voulez-vous dire? Que mes ordres vont loin, madame, et que je suis autorisé à chercher le papier suspect sur la personne même de votre majesté. Quelle horreur! S'écria la reine. Veuillez donc, madame, agir plus facilement. Cette conduite est une violence infâme, saviez-vous cela, monsieur? Le roi commande, madame. Excusez-moi. Je ne le souffrirai pas. Non, non, plutôt mourir, s'écria la reine, chez laquelle se révoltait le sang impérieux de l'espagnole et de l'autrichienne. Le chancelier fit une profonde révérence. Puis, avec l'intention bien patente de ne pas reculer d'une semelle dans l'accomplissement de la commission dont il était chargé, et comme eût pu le faire un valet de bourreau dans la chambre de la question, il s'approcha d'Anne d'Autriche, des yeux de laquelle on vit à l'instant même jaillir des pleurs de rage. La reine était, comme nous l'avons dit, d'une grande beauté. La commission pouvait donc passer pour délicate, et le roi en était arrivé, à force de jalousie contre Buckingham, à n'être plus jaloux de personne. Sans doute le chancelier Séguier chercha des yeux à ce moment le cordon de la fameuse cloche, mais ne la trouvant pas, il en prit son parti et tendit la main vers l'endroit où la reine avait avoué que se trouvait le papier. Anne d'Autriche fit un pas en arrière, si pâle qu'on eût dit qu'elle allait mourir, et, s'appuyant de la main gauche pour ne pas tomber, à une table qui se trouvait derrière elle, elle tira de la droite un papier de sa poitrine et le tendit au garde des sceaux. Tenez, monsieur, la voilà cette lettre, s'écria la reine d'une voix entrecoupée et frémissante. Prenez-la et me délivrez de votre odieuse présence. Le chancelier, qui de son côté tremblait d'une émotion facile à concevoir, prit la lettre, salua jusqu'à terre et se retira. À peine la porte se fut-elle refermée sur lui que la reine tomba, à demi évanouie, dans les bras de ses femmes. Le chancelier alla porter la lettre au roi, sans en avoir lu un seul mot. Le roi la prit d'une main tremblante, chercha l'adresse, qui manquait, devint très pâle, l'ouvrit lentement, puis, voyant par les premiers mots qu'elle était adressée au roi d'Espagne, il lut très rapidement. C'était tout un plan d'attaque contre le cardinal. La reine invitait son frère et l'empereur d'Autriche à faire semblant, blessés qu'ils étaient par la politique de Richelieu, dont l'éternelle préoccupation fut l'abaissement de la maison d'Autriche, de déclarer la guerre à la France et d'imposer comme condition de la paix le renvoi du cardinal. Mais d'amour, il n'y en avait pas un seul mot dans toute cette lettre. Le roi, tout joyeux, s'informa si le cardinal était encore au Louvre. On lui dit que son éminence attendait, dans le cabinet de travail, les ordres de sa majesté. Le roi se rendit aussitôt près de lui. « Tenez, duc, lui dit-il, vous aviez raison, et c'est moi qui avais tort. Toute l'intrigue est politique, et il n'était aucunement question d'amour dans cette lettre que voici. En échange, il y est fort question de vous. » Le cardinal prit la lettre et la lut avec la plus grande attention. Puis, lorsqu'il fut arrivé au bout, il la relut une seconde fois. « Eh bien, votre majesté, dit-il, vous voyez jusqu'où vont mes ennemis. On vous menace de 2 guerres, si vous ne me renvoyez pas.
À votre place, en vérité, sire, je céderais à de si puissantes instances, et ce serait de mon côté avec un véritable bonheur que je me retirerais des affaires. Que dites-vous là, duc? Je dis, sire, que ma santé se perd dans ces luttes excessives et dans ces travaux éternels. Je dis que, selon toute probabilité, je ne pourrai pas soutenir les fatigues du siège de La Rochelle, et que mieux vaut que vous nommiez là ou M. de Condé ou M. de Bassompierre, ou enfin quelque vaillant homme dont c'est l'état de mener la guerre, et non pas moi qui suis homme d'église et qu'on détourne sans cesse de ma vocation pour m'appliquer à des choses auxquelles je n'ai aucune aptitude. Vous en serez plus heureux à l'intérieur, sire, et je ne doute pas que vous n'en soyez plus grand à l'étranger. Monsieur le duc, dit le roi, je comprends, soyez tranquille. Tous ceux qui sont nommés dans cette lettre seront punis comme ils le méritent, et la reine elle-même. Que dites-vous là, sire? Dieu me garde que, pour moi, la reine éprouve la moindre contrariété. Elle m'a toujours cru son ennemie, sire, quoique votre majesté puisse attester que j'ai toujours pris chaudement son parti, même contre vous. Oh, si elle trahissait votre majesté à l'endroit de son honneur, ce serait autre chose, et je serais le premier à dire pas de grâce, sire, pas de grâce pour la coupable. Heureusement, il n'en est rien, et votre majesté vient d'en acquérir une nouvelle preuve. C'est vrai, monsieur le cardinal, dit le roi, et vous aviez raison, comme toujours, mais la reine n'en mérite pas moins toute ma colère. C'est vous, sire, qui avez encouru la sienne, et véritablement, quand elle bouderait sérieusement votre majesté, je la comprendrais. Votre majesté l'a traitée avec une sévérité. C'est ainsi que je traiterai toujours mes ennemis et les vôtres, duc, si haut placés qu'ils soient, et quelque péril que je cours à agir sévèrement avec eux. La reine est mon ennemie, mais pas la vôtre, sire. Au contraire, elle est épouse dévouée, soumise et irréprochable. Laissez-moi donc, sire, intercéder pour elle près de votre majesté. Qu'elle s'humilie alors, et qu'elle vienne à moi la première. Au contraire, sire, donnez l'exemple. Vous avez eu le premier tort, puisque c'est vous qui avez soupçonné la reine. Moi, revenir le premier, dit le roi. Jamais. Sire, je vous en supplie. D'ailleurs, comment reviendrais-je le premier? En faisant une chose que vous sauriez lui être agréable. Laquelle? Donnez un bal. Vous savez combien la reine aime la danse. Je vous réponds que sa rancune ne tiendra point à une pareille attention. Monsieur le cardinal, vous savez que je n'aime pas tous les plaisirs mondains. La reine ne vous en sera que plus reconnaissante, puisqu'elle sait votre antipathie pour ce plaisir. D'ailleurs, ce sera une occasion pour elle de mettre ces beaux ferrets de diamants que vous lui avez donnés l'autre jour à sa fête, et dont elle n'a pas encore eu le temps de se parer. Nous verrons, monsieur le cardinal, nous verrons, dit le roi, qui, dans sa joie de trouver la reine coupable d'un crime dont il se souciait peu, et innocente d'une faute qu'il redoutait fort, il était tout prêt à se raccommoder avec elle. Nous verrons, mais sur mon honneur, vous êtes trop indulgent. Sire, dit le cardinal, laissez la sévérité au ministre, l'indulgence est la vertu royale. Usez-en, et vous verrez que vous vous en trouverez bien. Sur quoi, le cardinal, entendant la pendule sonner 11 heures, s'inclina profondément, demanda congé au roi pour se retirer, et le suppliant de se raccommoder avec la reine. Anne d'Autriche, qui, à la suite de la saisie de sa lettre, s'attendait à quelque reproche, fut fort étonnée de voir le lendemain le roi faire près d'elle des tentatives de rapprochement. Son premier mouvement fut répulsif. Son orgueil de femme et sa dignité de reine avaient été tous deux si cruellement offensés qu'elle ne pouvait revenir ainsi du premier coup. Mais vaincue par le conseil de ses femmes, elle eut enfin l'air de commencer à oublier. Le roi profita de ce premier moment de retour pour lui dire qu'incessamment il comptait donner une fête. C'était une chose si rare qu'une fête pour la pauvre Anne d'Autriche, qu'à cette annonce, ainsi que l'avait pensé le cardinal, la dernière trace de ses ressentiments disparut.
sinon dans son cœur, du moins sur son visage. Elle demanda quel jour cette fête devait avoir lieu, mais le roi répondit qu'il fallait qu'il s'entendît sur ce point avec le cardinal. En effet, chaque jour, le roi demandait au cardinal à quelle époque cette fête aurait lieu, et chaque jour, le cardinal, sous un prétexte quelconque, différait de la fixer. 10 jours s'écoulèrent ainsi. Le 8e jour après la scène que nous avons racontée, le cardinal reçut une lettre, au timbre de Londres, qui contenait seulement ces quelques lignes. Je les ai, mais je ne puis quitter Londres, attendu que je manque d'argent. Envoyez-moi 500 pistoles, et 4 ou 5 jours après les avoir reçues, je serai à Paris. Le jour même où le cardinal avait reçu cette lettre, le roi lui adressa sa question habituelle. Richelieu compta sur ses doigts et se dit tout bas: elle arrivera, dit-elle, 4 ou 5 jours après avoir reçu l'argent. Il faut 4 ou 5 jours à l'argent pour aller, 4 ou 5 jours à elle pour revenir, cela fera 10 jours. Maintenant, faisons la part des vents contraires, des mauvais hasards, des faiblesses de femme, et mettons cela à 12 jours. Eh bien, monsieur le duc, dit le roi, vous avez calculé? Oui, sire. Nous sommes aujourd'hui le 20 septembre. Les échevins de la ville donnent une fête le 3 octobre. Cela s'arrangera à merveille, car vous n'aurez pas l'air de faire un retour vers la reine. Puis le cardinal ajouta: à propos, sire, n'oubliez pas de dire à sa majesté, la veille de cette fête, que vous désirez voir comment lui vont les ferrets de diamants. Fin du chapitre 16. Chapitre 17 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 17. Le ménage Bonacieux. C'était la seconde fois que le cardinal revenait sur ce point des ferrets de diamants avec le roi. Louis XIII fut donc frappé de cette insistance, et pensa que cette recommandation cachait un mystère. Plus d'une fois, le roi avait été humilié que le cardinal, dont la police, sans avoir atteint encore la perfection de la police moderne, était excellente, fût mieux instruit que lui-même de ce qui se passait dans son propre ménage. Il espéra donc, dans une conversation avec Anne d'Autriche, tirer quelque lumière de cette conversation et revenir ensuite près de son éminence avec quelque secret que le cardinal sût ou ne sût pas, ce qui, dans l'un ou l'autre cas, le rehaussait infiniment aux yeux de son ministre. Il alla donc trouver la reine, et, selon son habitude, l'aborda avec de nouvelles menaces contre ceux qui l'entouraient. Anne d'Autriche baissa la tête, laissa s'écouler le torrent sans répondre, et espérant qu'il finirait par s'arrêter. Mais ce n'était pas cela que voulait Louis XIII. Louis XIII voulait une discussion de laquelle jaillît une lumière quelconque, convaincu qu'il était que le cardinal avait quelque arrière-pensée et lui machinait une surprise terrible, comme en savait faire son éminence. Il atteignit ce but par sa persistance à accuser. Mais, s'écria Anne d'Autriche, lassée de ces vagues attaques, mais sire, vous ne me dites pas tout ce que vous avez dans le cœur. Qu'ai-je donc fait? Voyons, quel crime ai-je commis? Il est impossible que votre majesté fasse tout ce bruit pour une lettre écrite à mon frère. Le roi, attaqué à son tour d'une manière si directe, ne sut que répondre. Il pensa que c'était là le moment de placer la recommandation qu'il ne devait faire que la veille de la fête. Madame, dit-il avec majesté, il y aura incessamment bal à l'hôtel de ville. J'entends que, pour faire honneur à nos braves échevins, vous y paraissiez en habit de cérémonie, et surtout, paré des ferrets de diamants que je vous ai donnés pour votre fête. Voilà ma réponse. La réponse était terrible. Anne d'Autriche crut que Louis XIII savait tout,
et que le cardinal avait obtenu de lui cette longue dissimulation de 7 ou 8 jours qui était au reste dans son caractère. Elle devint excessivement pâle, appuya sur une console sa main d'une admirable beauté, et qui semblait alors une main de cire, et regardant le roi avec des yeux épouvantés, elle ne répondit pas une seule syllabe. Vous m'entendez, madame, dit le roi, qui jouissait de cet embarras dans toute son étendue, mais sans en deviner la cause. Vous entendez? Oui, sire, j'entends, balbutia la reine. Vous paraîtrez à ce bal? Oui. Avec vos ferrets? Oui. La pâleur de la reine augmenta encore, s'il était possible. Le roi s'en aperçut, et en jouit avec cette froide cruauté qui était un des mauvais côtés de son caractère. Alors c'est convenu, dit le roi, et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Mais quel jour ce bal aura-t-il lieu? Demanda Anne d'Autriche. Louis XIII sentit instinctivement qu'il ne devait pas répondre à cette question, la reine l'ayant faite d'une voix presque mourante. Mais très incessamment, madame, dit-il. Mais je ne me rappelle plus précisément la date du jour. Je la demanderai au cardinal. C'est donc le cardinal qui vous a annoncé cette fête? S'écria la reine. Oui, madame, répondit le roi étonné. Mais pourquoi cela? C'est lui qui vous a dit de m'inviter à y paraître avec ses ferrets? C'est-à-dire, madame, c'est lui, sire, c'est lui. Eh bien, qu'importe que ce soit lui ou moi. Y a-t-il un crime à cette invitation? Non, sire. Alors vous paraîtrez? Oui, sire. C'est bien, dit le roi en se retirant. C'est bien, j'y compte. La reine fit une révérence, moins par étiquette que parce que ses genoux se dérobaient sous elle. Le roi partit enchanté. Je suis perdu, murmura la reine. Perdu, car le cardinal sait tout, et c'est lui qui pousse le roi, qui ne sait rien encore, mais qui saura tout bientôt. Je suis perdue. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle s'agenouilla sur un coussin et pria, la tête enfoncée entre ses bras palpitants. En effet, la position était terrible. Buckingham était retourné à Londres, madame de Chevreuse était à Tours. Plus surveillée que jamais, la reine sentait sourdement qu'une de ses femmes la trahissait sans savoir dire laquelle. La porte ne pouvait pas quitter le Louvre. Elle n'avait pas une âme au monde à qui se fier. Aussi, en présence du malheur qui la menaçait et de l'abandon qui était le sien, éclata-t-elle en sanglots. Ne puis-je donc être bonne à rien, à votre majesté? Dit tout à coup une voix pleine de douceur et de pitié. La reine se retourna vivement, car il n'y avait pas à se tromper à l'expression de cette voix. C'était une amie qui parlait ainsi. En effet, à l'une des portes qui donnaient dans l'appartement de la reine apparut la jolie madame Bonacieux. Elle était occupée à ranger les robes et le linge dans un cabinet lorsque le roi était entré. Elle n'avait pas pu sortir et avait tout entendu. La reine poussa un cri perçant en se voyant surprise, car dans son trouble elle ne reconnut pas d'abord la jeune femme qui lui avait été donnée par la porte. Oh, ne craignez rien, madame, dit la jeune femme, en joignant les mains et en pleurant elle-même des angoisses de la reine. Je suis à votre majesté corps et âme, et si loin que je sois d'elle, si inférieure que soit ma position, je crois que j'ai trouvé un moyen de tirer votre majesté de peine. Vous? Ô ciel, vous? S'écria la reine. Mais voyons, regardez-moi en face. Je suis trahie de tous côtés, puis-je me fier à vous? Oh, madame, s'écria la jeune femme en tombant à genoux, sur mon âme, je suis prête à mourir pour votre majesté. Ce cri était sorti du plus profond du cœur, et comme au premier, il n'y avait pas à s'y tromper. Oui, continua madame Bonacieux, oui, il y a des traîtres ici, mais par le saint nom de la Vierge, je vous jure que personne n'est plus dévoué que moi à votre majesté. Ces ferrets que le roi redemande, vous les avez donnés au duc de Buckingham, n'est-ce pas? Ces ferrets étaient enfermés dans une petite boîte en bois de rose qu'il tenait sous son bras. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ce n'est pas cela? Oh mon Dieu,
Mon Dieu, murmura la reine, dont les dents claquaient d'effroi. Eh bien, ces ferrets, continua mme bonacieux, il faut les ravoir. Oui, sans doute, il le faut, s'écria la reine. Mais comment faire? Comment y arriver? Il faut envoyer quelqu'un au duc. Mais qui? Qui? À qui me fier? Ayez confiance en moi, madame. Faites-moi cet honneur, ma reine, et je trouverai le messager, moi. Mais il faudra écrire. Oh oui, c'est indispensable. 2 mots de la main de votre majesté et votre cachet particulier. Mais ces 2 mots, c'est ma condamnation, c'est le divorce, l'exil. Oui, s'il tombe entre des mains infâmes. Mais je réponds que ces 2 mots seront remis à leur adresse. Oh mon Dieu! Il faut donc que je remette ma vie, mon honneur, ma réputation entre vos mains? Oui, oui, madame, il le faut, et je sauverai tout cela, moi. Mais comment? Dites-le-moi au moins. Mon mari a été remis en liberté il y a 2 ou 3 jours. Je n'ai pas encore eu le temps de le revoir. C'est un brave et honnête homme qui n'a ni haine ni amour pour personne. Il fera ce que je voudrai. Il partira sur un ordre de moi, sans savoir ce qu'il porte, et il remettra la lettre de votre majesté à l'adresse qu'elle indiquera. La reine prit les 2 mains de la jeune femme avec un élan passionné, la regarda comme pour lire au fond de son cœur, et ne voyant que la sincérité dans ses beaux yeux, elle l'embrassa tendrement. Fais cela, s'écria-t-elle, et tu m'auras sauvé la vie, tu m'auras sauvé l'honneur. Oh, n'exagérez pas le service que j'ai l'honneur de vous rendre. Je n'ai rien à sauver à votre majesté, qui est seulement victime de perfides complots. C'est vrai, mon enfant, dit la reine, et tu as raison. Donnez-moi donc cette lettre, madame, le temps presse. La reine courut à une petite table sur laquelle se trouvaient encre, papier et plume. Elle écrivit 2 lignes, cacheta la lettre de son cachet et la remit à mme Bonacieux. Et maintenant, dit la reine, nous oublions une chose bien nécessaire. Laquelle? L'argent. Mme Bonacieux rougit. Oui, c'est vrai, dit-elle, et j'avouerai à votre majesté que mon mari... Ton mari n'en a pas, c'est cela que tu veux dire. Si fait, il en a, mais il est fort avare, c'est là son défaut. Cependant, que votre majesté ne s'inquiète pas, nous trouverons moyen. C'est que je n'en ai pas non plus, dit la reine. Ceux qui liront les mémoires de madame de Motteville ne s'étonneront pas de cette réponse. Mais attends. Anne d'Autriche courut à son écrin. Tiens, dit-elle, voici une bague d'un grand prix à ce qu'on assure. Elle vient de mon frère le roi d'Espagne. Elle est à moi et j'en puis disposer. Prends cette bague et fais-en de l'argent, et que ton mari parte. Dans 1 heure, vous serez obéi. Tu vois l'adresse, ajouta la reine, parlant si bas qu'à peine pouvait-on entendre ce qu'elle disait. À milord duc de Buckingham, à Londres. La lettre sera remise à lui-même. Généreux enfant, s'écria Anne d'Autriche. Madame Bonacieux baisa les mains de la reine, cacha le papier dans son corsage et disparut avec la légèreté d'un oiseau. 10 minutes après, elle était chez elle. Comme elle l'avait dit à la reine, elle n'avait pas revu son mari depuis sa mise en liberté. Elle ignorait le changement qui s'était fait en lui à l'endroit du cardinal, changement qu'avait corroboré, depuis 2 ou 3 visites du comte de Rochefort, devenu le meilleur ami de Bonacieux, auquel il avait fait croire, sans beaucoup de peine, qu'aucun sentiment coupable n'avait amené l'enlèvement de sa femme, mais que c'était seulement une précaution politique. Elle trouva M. Bonacieux seul. Le pauvre homme remettait à grand-peine de l'ordre dans la maison, dont il avait trouvé les meubles à peu près brisés et les armoires à peu près vides. La justice n'étant pas une des 3 choses que le roi Salomon indique comme ne laissant aucune trace de son passage. Quant à la servante, elle s'était enfuie lors de l'arrestation de son maître. La terreur avait gagné la pauvre fille au point qu'elle n'avait cessé de marcher de Paris jusqu'en Bourgogne, son pays natal. Le digne Mercier avait, aussitôt sa rentrée dans sa maison,
fait part à sa femme de son heureux retour, et sa femme lui avait répondu pour le féliciter et pour lui dire que le premier moment qu'elle pourrait dérober à ses devoirs serait consacré tout entier à lui rendre visite. Ce premier moment s'était fait attendre 5 jours, ce qui, dans toute autre circonstance, eût paru un peu bien long à maître Bonacieux. Mais il avait, dans la visite qu'il avait faite au cardinal et dans les visites que lui faisait Rochefort, ample sujet à réflexion. Et comme on le sait, rien ne fait passer le temps comme de réfléchir. D'autant plus que les réflexions de Bonacieux étaient toutes couleur de rose. Rochefort l'appelait son ami, son cher Bonacieux, et ne cessait de lui dire que le cardinal faisait le plus grand cas de lui. Le Mercier se voyait déjà sur le chemin des honneurs et de la fortune. De son côté, Mme Bonacieux avait réfléchi, mais il faut le dire, à toute autre chose que l'ambition. Malgré elle, ses pensées avaient eu pour mobile constant ce beau jeune homme si brave et qui paraissait si amoureux. Marié à 18 ans à M. Bonacieux, ayant toujours vécu au milieu des amis de son mari, peu susceptible d'inspirer un sentiment quelconque à une jeune femme dont le cœur était plus élevé que sa position, Mme Bonacieux était restée insensible aux séductions vulgaires, mais à cette époque surtout, le titre de gentilhomme avait une grande influence sur la bourgeoisie, et d'Artagnan était gentilhomme. De plus, il portait l'uniforme des gardes, qui, après l'uniforme des mousquetaires, était le plus apprécié des dames. Il était, nous le répétons, beau, jeune, aventureux. Il parlait d'amour en homme qui aime et qui a soif d'être aimé. Il y en avait là plus qu'il n'en fallait pour tourner une tête de 23 ans. Et Mme Bonacieux était arrivée juste à cet âge heureux de la vie. Les deux époux, quoiqu'ils ne se fussent pas vus depuis plus de 8 jours, et que pendant cette semaine de graves événements eussent passé entre eux, s'abordèrent donc avec une certaine préoccupation. Néanmoins, M. Bonacieux manifesta une joie réelle, et s'avança vers sa femme à bras ouverts. Mme Bonacieux lui présenta le front. Causons un peu, dit-elle. Comment? Dit Bonacieux, étonné. Oui, sans doute. J'ai une chose de la plus haute importance à vous dire. Au fait, et moi aussi, j'ai quelques questions assez sérieuses à vous adresser. Expliquez-moi un peu votre enlèvement, je vous prie. Il ne s'agit point de cela pour le moment, dit Mme Bonacieux. Et de quoi s'agit-il donc? De ma captivité? Je l'ai apprise le jour même, mais comme vous n'étiez coupable d'aucun crime, comme vous n'étiez coupable d'aucune intrigue, comme vous ne saviez rien enfin qui pût vous compromettre, ni vous, ni personne, je n'ai attaché à cet événement que l'importance qu'il méritait. Vous en pariez bien à votre aise, madame, reprit Bonacieux, blessé du peu d'intérêt que lui témoignait sa femme. Savez-vous que j'ai été plongé un jour et une nuit dans un cachot de la Bastille? Un jour et une nuit sont bientôt passés. Laissons donc votre captivité et revenons à ce qui m'amène près de vous. Comment? Ce qui vous amène près de moi? N'est-ce donc pas le désir de revoir un mari dont vous êtes séparé depuis 8 jours? Demanda le mercier piqué au vif. C'est cela d'abord et autre chose ensuite. Parlez. Une chose du plus haut intérêt et de laquelle dépend notre fortune à venir peut-être. Notre fortune a fort changé de face depuis que je ne vous ai vue, madame Bonacieux, et je ne serais pas étonné que d'ici à quelques mois elle ne fît envie à beaucoup de gens. Oui, surtout si vous voulez suivre les instructions que je vais vous donner. À moi? Oui, à vous. Il y a une bonne et sainte action à faire, monsieur, et beaucoup d'argent à gagner en même temps. Mme Bonacieux savait qu'en parlant d'argent à son mari, elle le prenait par son faible. Mais un homme, fût-ce un mercier, lorsqu'il a causé 10 minutes avec le cardinal de Richelieu, n'est plus le même homme. Beaucoup d'argent à gagner, dit Bonacieux en allongeant les lèvres. Oui, beaucoup. Combien, à peu près? 1000 pistoles peut-être. Ce que vous avez à me demander est donc bien grave? Oui.
Que faut-il faire? Vous partirez sur-le-champ. Je vous remettrai un papier dont vous ne vous dessaisirez sous aucun prétexte, et que vous remettrez en main propre. Et pour où partirai-je? Pour Londres. Moi, pour Londres. Allons donc vous railler, je n'ai pas affaire à Londres. Mais d'autres ont besoin que vous y alliez. Quels sont ces autres? Je vous avertis que je ne fais plus rien en aveugle, et que je veux savoir, non seulement à quoi je m'expose, mais encore pour qui je m'expose. Une personne illustre vous envoie, une personne illustre vous attend. La récompense dépassera vos désirs, voilà tout ce que je puis vous promettre. Des intrigues encore, toujours des intrigues. Merci, je m'en défie maintenant, et monsieur le cardinal m'a éclairé là-dessus. Le cardinal! S'écria mme Bonacieux. Vous avez vu le cardinal? Il m'a fait appeler, dit fièrement le mercier. Et vous vous êtes rendu à son invitation, imprudent que vous êtes. Je dois dire que je n'avais pas le choix de m'y rendre ou de ne pas m'y rendre, car j'étais entre deux gardes. Il est vrai encore que comme alors je ne connaissais pas son éminence, si j'avais pu me dispenser de cette visite, j'en eusse été fort enchanté. Il vous a donc maltraité? Il vous a donc fait des menaces? Il m'a tendu la main et m'a appelé son ami. Son ami, entendez-vous, madame? Je suis l'ami du grand cardinal. Du grand cardinal. Lui contesteriez-vous ce titre par hasard, madame? Je ne lui conteste rien, mais je vous dis que la faveur d'un ministre est éphémère, et qu'il faut être fou pour s'attacher à ce ministre. Il est des pouvoirs au-dessus des siens, qui ne reposent pas sur le caprice d'un homme ou l'issue d'un événement. C'est à ces pouvoirs qu'il faut se rallier. J'en suis fâché, madame, mais je ne connais pas d'autre pouvoir que celui du grand homme que j'ai l'honneur de servir. Vous servez le cardinal? Oui, madame, et comme son serviteur, je ne permettrai pas que vous vous livriez à des complots contre la sûreté de l'État, et que vous serviez, vous, les intrigues d'une femme qui n'est pas française et qui a le cœur espagnol. Heureusement, le grand cardinal est là. Son regard vigilant surveille et pénètre jusqu'au fond du cœur. Bonacieux répétait mot pour mot une phrase qu'il avait entendu dire au comte de Rochefort. Mais la pauvre femme qui avait compté sur son mari et qui, dans cet espoir, avait répondu de lui à la reine, n'en frémit pas moins, et du danger dans lequel elle avait failli se jeter, et de l'impuissance dans laquelle elle se trouvait. Cependant, connaissant la faiblesse et surtout la cupidité de son mari, elle ne désespérait pas de l'amener à ses fins. Ah, vous êtes cardinaliste, monsieur, s'écria-t-elle. Ah, vous servez le parti de ceux qui maltraitent votre femme et qui insultent votre reine. Les intérêts particuliers ne sont rien devant les intérêts de tous. Je suis pour ceux qui sauvent l'État, dit avec emphase Bonacieux. C'était une autre phrase du comte de Rochefort qu'il avait retenue et qu'il trouvait l'occasion de placer. Et savez-vous ce que c'est que l'État dont vous parlez? Dit mme Bonacieux en haussant les épaules. Contentez-vous d'être un bourgeois sans finesse aucune, et tournez-vous du côté où vous offre le plus d'avantages. Dit Bonacieux, en frappant sur un sac à la panse arrondie, et qui rendit un son argentin. Que dites-vous de ceci, madame la prêcheuse? D'où vient cet argent? Vous ne devinez pas? Du cardinal? De lui et de mon ami le comte de Rochefort. Le comte de Rochefort? Mais c'est lui qui m'a enlevé. Cela se peut, madame. Et vous recevez de l'argent de cet homme? Ne m'avez-vous pas dit que cet enlèvement était tout politique? Oui, mais cet enlèvement avait pour but de me faire trahir ma maîtresse, de m'arracher par des tortures des aveux qui pussent compromettre l'honneur et peut-être la vie de mon auguste maîtresse. Madame, reprit Bonacieux, votre auguste maîtresse est une perfide espagnole, et ce que le cardinal fait est bien fait. Monsieur, dit la jeune femme, je vous savais lâche, avare et imbécile, mais je ne vous savais pas infâme. Madame, dit Bonacieux, qui n'avait jamais vu sa femme en colère, et qui reculait devant le courroux conjugal. Madame, que dites-vous donc? Je dis que vous êtes un misérable,
continua Mme Bonacieux, qui vit qu'elle reprenait quelque influence sur son mari. Ah, vous faites de la politique, vous, et de la politique cardinaliste encore. Ah, vous vous vendez corps et âme au démon pour de l'argent. Non, mais au cardinal. C'est la même chose, s'écria la jeune femme. Qui dit Richelieu dit Satan. Taisez-vous, madame, taisez-vous, on pourrait vous entendre. Oui, vous avez raison, et je serais honteuse pour vous de votre lâcheté. Mais qu'exigez-vous donc de moi? Voyons. Je vous l'ai dit, que vous partiez à l'instant même, monsieur, que vous accomplissiez loyalement la commission dont je daigne vous charger, et à cette condition j'oublie tout, je pardonne. Et il y a plus. Elle lui tendit la main. Je vous rends mon amitié. Bonacieux était poltron et avare, mais il aimait sa femme. Il fut attendri. Un homme de 50 ans ne tient pas longtemps rancune à une femme de 23. Mme Bonacieux vit qu'il hésitait. Allons, êtes-vous décidé dit-elle. Mais ma chère amie, réfléchissez donc un peu à ce que vous exigez de moi. Londres est loin de Paris, fort loin, et peut-être la commission dont vous me chargez n'est-elle pas sans danger. Qu'importe si vous les évitez. Tenez, madame Bonacieux, dit le mercier, tenez, décidément je refuse. Les intrigues me font peur. J'ai vu la Bastille, moi. Bran, c'est affreux. La Bastille. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. On m'a menacé de la torture. Savez-vous ce que c'est que la torture? Des coins de bois qu'on vous enfonce entre les jambes, jusqu'à ce que les os éclatent. Non, décidément, je n'irai pas. Et morbleu, que n'y allez-vous vous-même? Car en vérité, je crois que je me suis trompé sur votre compte jusqu'à présent. Je crois que vous êtes un homme, et des plus enragés encore. Et vous, vous êtes une misérable femme, stupide et abrutie. Ah, vous avez peur? Eh bien, si vous ne partez pas à l'instant même, je vous fais arrêter par l'ordre de la reine, et je vous fais mettre à cette Bastille que vous craignez tant. Bonacieux tomba dans une réflexion profonde. Il pesa mûrement les deux colères dans son cerveau, celle du cardinal et celle de la reine. Celle du cardinal l'emporta énormément. Faites-moi arrêter de la part de la reine, dit-il, et moi je me réclamerai de son éminence. Pour le coup, Mme Bonacieux vit qu'elle avait été trop loin, et elle fut épouvantée de s'être si fort avancée. Elle contempla un instant avec effroi cette figure stupide d'une résolution invincible, comme celle des sots qui ont peur. Eh bien, soit, dit-elle. Peut-être, au bout du compte, avez-vous raison. Un homme en sait plus long que les femmes en politique, et vous surtout, monsieur Bonacieux, qui avez causé avec le cardinal. Et cependant, il est bien dur, ajouta-t-elle, que mon mari, qu'un homme sur l'affection duquel je croyais pouvoir compter, me traite aussi disgracieusement et ne me satisfasse point à ma fantaisie. C'est que vos fantaisies peuvent mener trop loin, reprit Bonacieux triomphant, et je m'en défie. J'y renoncerai donc, dit la jeune femme en soupirant. C'est bien, n'en parlons plus. Si au moins vous me disiez quelle chose je vais faire à Londres, reprit Bonacieux, qui se rappelait un peu tard que Rochefort lui avait recommandé d'essayer de surprendre les secrets de sa femme. Il est inutile que vous le sachiez, dit la jeune femme, qu'une défiance instinctive repoussait maintenant en arrière. Il s'agissait d'une bagatelle comme en désirent les femmes, d'une emplette sur laquelle il y avait beaucoup à gagner. Mais plus la jeune femme se défendait, plus au contraire Bonacieux pensa que le secret qu'elle refusait de lui confier était important. Il résolut donc de courir à l'instant même chez le comte de Rochefort et de lui dire que la reine cherchait un messager pour l'envoyer à Londres. Pardon si je vous quitte, ma chère madame Bonacieux, dit-il, mais ne sachant pas que vous me viendriez voir, j'avais pris rendez-vous avec un de mes amis. Je reviens à l'instant même, et si vous voulez m'attendre seulement une demi-minute, aussitôt que j'en aurai fini avec cet ami, je reviens vous prendre, et comme il commence à se faire tard, je vous reconduis au Louvre. Merci, monsieur, répondit mme Bonacieux. Vous n'êtes point assez brave pour m'être d'une utilité quelconque, et je m'en retournerai bien au Louvre toute seule. Comme il vous plaira, madame Bonacieux, reprit l'ex-mercier.
vous reverrai-je bientôt? Sans doute. La semaine prochaine, je l'espère, mon service me laissera quelque liberté, et j'en profiterai pour revenir mettre de l'ordre dans nos affaires, qui doivent être quelque peu dérangées. C'est bien, je vous attendrai. Vous ne m'en voulez pas? Moi? Pas le moins du monde. À bientôt alors. À bientôt. Bonacieux baisa la main de sa femme et s'éloigna rapidement. Allons, dit mme Bonacieux, lorsque son mari eut refermé la porte de la rue, et qu'elle se trouva seule. Il ne manquait plus à cet imbécile que d'être cardinaliste. Et moi qui avais répondu à la reine, moi qui avais promis à ma pauvre maîtresse. Oh mon Dieu, elle va me prendre pour quelqu'une de ces misérables dont fourmille le palais, et qu'on a placé près d'elle pour l'espionner. Ah, monsieur Bonacieux, je ne vous ai jamais beaucoup aimé. Maintenant c'est bien pis, je vous hais, et sur ma parole, vous me le paierez. Au moment où elle disait ces mots, un coup frappé au plafond lui fit lever la tête, et une voix, qui parvint à elle à travers le plancher, lui cria: chère madame Bonacieux, ouvrez-moi la petite porte de l'allée, et je vais descendre près de vous. Chapitre 17.